Le 15 décembre 2024, l'armée burkinabé frappe au nord avant l'offensive annoncée, alors que des modèles importés, coûteux et lents n'avaient pas empêché la peur de s'installer. Une opération fondée sur le renseignement local, la mobilité rapide et des unités d'élite surprend l'adversaire, neutralise des bases en quelques heures, puis désagrège la coordination en 3 jours. Le résultat, obtenu avec une fraction des moyens habituels, interroge au-delà du pays. Que signifie, pour les voisins et les partenaires, la ligne de souveraineté défendue par Ibrahim Traoré? Un tournant discret, mesurable, durable. Dans ce récit, l'enjeu n'est pas seulement une victoire tactique, mais la bascule d'un récit. Un pays du Sahel, longtemps décrit comme dépendant, agit vite, seul, et impose une autre logique de sécurité. Ce passage aide à comprendre pourquoi cette histoire compte aujourd'hui. La promesse est simple: suivre, étape par étape, comment une planification fondée sur le territoire, le renseignement local et une coordination inhabituelle a permis de reprendre des villages, d'isoler des itinéraires, puis de faire chuter une chaîne de commandement. Ce qui est en jeu dépasse le champ militaire. Le retour de communautés déplacées, la reprise de projets paralysés et une relecture des partenariats extérieurs à partir d'une position moins suppliante. Une question s'impose: si l'adversaire travaillait avec des cartes exactes, pourquoi était-elle déjà fausse au moment décisif? Répondre à cette question clarifie aussi ce que ce récit suggère en filigrane. La sécurité se construit avec confiance, discipline et cohérence avant même l'équipement. Dès l'ouverture, ce récit pose un fait difficile à ignorer. En décembre 2024, une opération militaire menée en quelques jours inverse une dynamique installée depuis des années. Les groupes armés qui contrôlaient de vastes zones rurales et imposaient une insécurité chronique perdent leur base clé avant même d'avoir pu déclencher l'offensive qu'ils préparaient. Ce renversement rapide, obtenu sans appui militaire occidental direct, constitue la révélation centrale. Pour mesurer sa portée, il faut rappeler le point de départ. Le Burkina Faso faisait face à une pression extrémiste continue, marquée par des villages abandonnés, des routes coupées et un développement économique paralysé. Aux yeux de nombreux analystes internationaux, le pays restait prisonnier d'un modèle de dépendance sécuritaire, supposé incapable d'agir seul de manière décisive. Les réponses précédentes étaient perçues comme lentes, prévisibles et coûteuses, sans résultat durable sur le terrain. L'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en septembre 2022 introduit une rupture conceptuelle claire. La priorité affichée est la souveraineté. Décisions prises localement, forces composées et formées sur place, et refus de stratégies dictées de l'extérieur. Cette orientation n'est pas immédiatement visible dans les grandes annonces, mais elle se manifeste par une série de signaux discrets. Reconquête progressive de villages, réorganisation interne des forces armées et investissement soutenu dans la formation d'unités connaissant intimement le territoire. Ces succès préliminaires, souvent interprétés comme des gains isolés, prennent un autre sens avec le recul. Ils s'inscrivent dans une montée en compétences méthodiques fondée sur le renseignement local et la confiance communautaire. Lorsque l'opération de décembre démarre, elle ne surgit pas de nulle part. Elle révèle une transformation déjà engagée, mais largement sous-estimée jusqu'au moment où il devient trop tard pour l'adversaire. Dans ce récit, la figure centrale n'est pas seulement un chef militaire, mais un mode de commandement qui sert de fil conducteur. À travers les récits de terrain, ce rôle se traduit par des décisions rapides, une délégation claire et une exigence constante de cohérence entre objectifs et moyens. Ibrahim Traoré apparaît moins comme un stratège isolé que comme l'architecte d'un cadre où les forces locales peuvent agir avec autonomie et responsabilité. Un premier cas illustre cet impact précoce. Des unités burkinabées, composées de soldats issus des régions concernées, commencent à reprendre des villages auparavant contrôlés par des groupes armés. Ces actions, limitées en taille mais précises, réduisent la pression sur les populations et rétablissent des axes de circulation essentiels. Le message est double. La présence de l'État revient sur le terrain et elle n'est plus perçue comme distante ou étrangère. Un second cas concerne la relation avec les civils. Contrairement à des opérations antérieures, souvent vécues comme opaques, des équipes spécialisées
expliquent les objectifs, garantissent la protection des habitants et recueillent des informations locales. Cette interaction transforme des communautés longtemps méfiantes en sources actives de renseignements. Ce n'est pas un détail opérationnel, mais un multiplicateur d'efficacité. Ces exemples montrent un effet immédiat. La sécurité cesse d'être uniquement coercitive pour devenir relationnelle. L'essentiel est clair et mesurable. Sans confiance locale, aucune victoire durable n'est possible. Le récit décrit la séquence décisive comme une chaîne d'événements clairement articulée où chaque étape prépare la suivante. Le déclencheur apparaît en octobre 2024 lorsque les services de renseignement burkinabés détectent des mouvements inhabituels de groupes armés dans le nord du pays. Ces informations, précises et issues de sources locales fiables, indiquent la préparation d'une offensive de grande ampleur. À ce stade, deux options existent: attendre et réagir comme par le passé ou prendre l'initiative. La décision est rapide, il n'y aura pas d'attente. L'activation de l'opération repose sur une planification minutieuse. Plutôt que d'imiter des schémas extérieurs, les forces burkinabées conçoivent des tactiques adaptées au terrain sahélien. Des unités mobiles sont déployées, capables de se déplacer rapidement sur un relief difficile. Les routes d'approvisionnement de l'adversaire sont cartographiées, puis discrètement surveillées. La coordination entre les différentes branches militaires est renforcée, réduisant les délais de réaction et les frictions internes. Cette phase transforme un risque élevé en pari calculé. Le point culminant survient aux premières heures du 15 décembre 2024. Les unités avancent silencieusement, occupent des positions stratégiques avant que les groupes armés ne puissent comprendre ce qui se joue. L'effet de surprise est total. En quelques heures, des bases servant de point d'appui logistique sont neutralisées. Ce succès initial désorganise immédiatement l'adversaire, habitué à des réponses plus lentes et prévisibles. Les jours suivants constituent dans la phase de propagation. Pendant 3 jours, les forces burkinabées enchaînent des manœuvres coordonnées, exploitant les informations recueillies en amont. Les groupes armés, privés de communication efficace, se fragmentent en cellules isolées. Les itinéraires de déplacement sont coupés, les villages progressivement libérés. La stratégie privilégie les encerclements et les sièges ciblés afin de limiter les affrontements frontaux prolongés et de réduire le coût humain. Le moment de bascule intervient le 4e jour. Une unité d'élite, s'appuyant sur une chaîne de renseignements patiemment construite, localise et neutralise l'un des principaux commandants de la région. Cet événement provoque l'effondrement de la structure de commandement adverse. Ce qui était une menace coordonnée se transforme en une série de tentatives de fuite désordonnées. Les répliques sont immédiates. Le territoire est déclaré sécurisé et les groupes armés perdent non seulement leurs combattants, mais aussi leurs infrastructures économiques et logistiques. Cette séquence, du déclencheur à la désintégration finale, montre comment une opération courte, pensée comme un tout cohérent, peut produire des effets durables bien au-delà du champ militaire. Le récit insiste sur un point précis. Le basculement ne se comprend pleinement qu'à travers les éléments mesurables, même lorsqu'ils restent volontairement limités. La première donnée clé concerne le temps. Là où des opérations précédentes s'étalaient sur des semaines sans résultat décisif, la phase principale de décembre 2024 se concentre sur quelques jours. Cette compression temporelle n'est pas un détail narratif. Elle indique une capacité nouvelle à synchroniser renseignement, mobilité et décision, réduisant l'espace de réaction de l'adversaire. La seconde mesure concerne les ressources engagées. Le récit souligne que les résultats obtenus l'ont été avec une fraction des moyens généralement mobilisés par des interventions extérieures. Moins de matériel lourd, moins de logistique internationale, mais une allocation plus ciblée des capacités existantes. L'écart est clair, à investissement comparable, l'efficacité opérationnelle augmente lorsque les décisions sont prises à partir du terrain plutôt que de modèles importés. Cette différence explique pourquoi l'effet final dépasse les attentes initiales. Un troisième indicateur apparaît dans la structure même des groupes armés après l'opération. Avant décembre, ils fonctionnaient comme des réseaux coordonnés, capables de planifier et de financer des offensives régionales. Après la neutralisation des centres logistiques et d'un commandant clé, ces réseaux se fragmentent.
Le passage d'une menace organisée à des cellules isolées marque un changement qualitatif, difficile à inverser rapidement. Ce résultat confirme que l'objectif n'était pas seulement tactique, mais structurel. Chaque chiffre ou quasi-chiffre est accompagné d'un sens opérationnel. La rapidité réduit la capacité d'adaptation adverse. La sobriété des moyens diminue la dépendance extérieure. La désorganisation durable affaiblit la résilience des groupes armés. Ensemble, ces éléments forment une chaîne logique. Point de départ d'inefficacité perçue, puis écart d'efficacité constaté. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un simple symbole politique, mais comme le point de convergence de choix cohérents. Le récit évite l'accumulation de statistiques, mais utilise ces indicateurs pour démontrer une idée centrale. La performance ne se mesure pas uniquement par le volume de ressources, mais par leur adéquation au contexte. Cette approche éclaire aussi la question laissée en suspens plus tôt. Si l'adversaire disposait de données détaillées, pourquoi ont-elles échoué ? Parce qu'elles reposaient sur une image dépassée des capacités burkinabées. L'écart n'était pas visible dans les chiffres bruts, mais dans la manière de les transformer en action. C'est là que la preuve quantitative, même parcimonieuse, rejoint le récit stratégique. Le récit ne se contente pas de célébrer le succès, il reconnaît aussi les objections les plus solides formulées par les observateurs sceptiques. Première critique. Une victoire rapide ne garantit pas une stabilité durable. Selon cet argument, les groupes armés au Sahel ont déjà démontré leur capacité à se reconstituer après des revers ponctuels, profitant de frontières poreuses et de réseaux transnationaux. Une opération aussi efficace soit-elle risquerait donc de n'être qu'un répit temporaire. Deuxième objection, le modèle mis en avant serait difficilement reproductible. Le Burkina Faso disposerait de circonstances spécifiques, une conjoncture politique particulière, une centralisation du commandement et une mobilisation exceptionnelle des forces locales. Transposer cette approche ailleurs pourrait ignorer des réalités institutionnelles différentes et conduire à des attentes irréalistes. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Le récit y répond non par des promesses, mais par des éléments concrets issus de l'opération elle-même. Sur la durabilité, il souligne que l'objectif n'était pas seulement d'éliminer des combattants, mais de démanteler les structures économiques et logistiques qui soutenaient la violence. En s'attaquant aux itinéraires d'approvisionnement, aux flux financiers et aux relais locaux, l'opération vise à réduire la capacité de régénération à moyen terme. Ce n'est pas une garantie absolue, mais une différence de nature par rapport à des frappes isolées. Sur la question de la reproductibilité, la réponse est plus nuancée. Le contenu n'affirme pas l'existence d'un modèle universel, mais met en avant des principes adaptables. Primauté du renseignement local, adéquation des tactiques au terrain et intégration des communautés civiles. Ces éléments ne dépendent pas d'un pays précis, mais de choix organisationnels et politiques. Ibrahim Traoré est présenté ici comme un catalyseur de ces choix, non comme une condition unique de leur validité. La synthèse est claire, les critiques soulignent des risques réels, mais elles ne suffisent pas à invalider l'enseignement central. Le succès observé n'est ni un miracle, ni une simple exception. Il constitue une preuve partielle mais tangible qu'une autre trajectoire est possible lorsque la stratégie, les moyens et le contexte sont alignés. Le récit révèle ici le point de bascule qui reconfigure l'ensemble du récit. Après les premiers jours de l'opération, les forces burkinabées découvrent, dans les documents saisis, que l'adversaire agissait sur la base d'analyses obsolètes. Les cartes, plans et évaluations retrouvées décrivent une armée lente, prévisible et sous-équipée. Or cette image ne correspond plus à la réalité. La transformation engagée depuis des mois est restée invisible jusqu'au moment décisif. Ce décalage explique la surprise stratégique. Les groupes armés pensaient connaître leurs interlocuteurs, mais ils affrontaient déjà une autre organisation structurée autour du renseignement local, de la mobilité et de la coordination interarmes. Ce n'est pas seulement une erreur d'appréciation, c'est un échec de lecture du terrain et du temps. Pour Ibrahim Traoré et son état-major, ce constat donne une cohérence rétrospective à toute la séquence. Les succès partiels antérieurs, souvent minimisés, apparaissent comme des tests délibérés, intégrés dans une stratégie de désinformation indirecte. L'ennemi
observe, conclut trop vite, puis agit sur des hypothèses périmées. Ce point médian ne dévoile pas une tactique secrète, mais une logique. Gagner avant même l'affrontement en contrôlant la perception adverse. À partir de là, l'opération de décembre cesse d'être une surprise ponctuelle. Elle devient la conséquence attendue d'un écart cognitif soigneusement entretenu. Le récit insiste sur le fait que les effets de l'opération ne se limitent pas au champ militaire. Ils se diffusent rapidement vers 4 groupes clés, chacun affecté de manière concrète et observable. Pour l'État d'abord, la conséquence immédiate est un rétablissement de la crédibilité opérationnelle. Le contrôle territorial renforcé permet aux autorités de déclarer des zones auparavant inaccessibles comme sécurisées, modifiant la posture institutionnelle. L'État n'apparaît plus uniquement en réaction, mais en capacité d'initiative, ce qui redéfinit son rôle aux yeux des citoyens et des partenaires. Pour les entreprises, l'impact se mesure dans le retour progressif de projets mis en pause. Les zones libérées rouvrent des axes logistiques essentiels, facilitant la circulation des biens et des personnes. Des investissements auparavant jugés trop risqués, notamment dans les infrastructures de base et l'énergie locale, réintègrent les cycles de planification. Cette évolution ne signifie pas une normalisation totale, mais elle abaisse le seuil d'incertitude qui bloquait toute projection à moyen terme. Du côté des populations civiles, les effets sont plus immédiats et plus sensibles. Les communautés déplacées commencent à revenir dans leur village, les marchés locaux reprennent une activité minimale, la fin de la menace permanente transforme la vie quotidienne non par un sentiment d'euphorie, mais par la possibilité de planifier à nouveau. Le récit souligne que cette stabilisation repose autant sur la sécurité physique que sur la confiance restaurée entre civils et forces armées, fruit de l'engagement communautaire mené pendant l'opération. À l'échelle régionale enfin, l'opération modifie les perceptions. Des pays confrontés à des défis similaires observent attentivement les résultats obtenus sans appui militaire occidental direct. La question n'est pas de copier un schéma, mais d'évaluer si une approche centrée sur les capacités locales peut produire des effets comparables ailleurs. Les analystes régionaux commencent à reconsidérer l'hypothèse d'une dépendance sécuritaire structurelle. Dans cette lecture élargie, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de référence, non par la personnalisation du succès, mais par l'incarnation d'un changement de posture. Le récit ne prétend pas que tous les problèmes sont résolus. Il montre plutôt un déplacement mesurable, d'une situation de blocage à une dynamique conditionnelle. L'effet réel de l'opération se situe précisément là, dans la capacité retrouvée à agir, investir et décider, même sous contraintes persistantes. Ce sont ces conséquences, tangibles mais incomplètes, qui donnent son poids stratégique à l'événement. Elles transforment une victoire ponctuelle en signal durable, observé bien au-delà des frontières immédiates. À partir de ce point, ce récit propose une projection prudente sur les 6 à 12 mois à venir, structurée autour de 3 scénarios distincts. Le scénario de base repose sur la consolidation progressive des gains, la sécurité reste imparfaite, mais suffisamment stable pour permettre la poursuite des opérations ciblées, la réouverture contrôlée de zones clés et la continuité des projets relancés. Dans cette hypothèse, l'État burkinabé maintient l'initiative sans chercher une expansion excessive, privilégiant la cohérence et la durabilité. Le scénario optimiste envisage un effet d'entraînement. La désorganisation persistante des groupes armés réduit leur capacité de nuisance régionale, tandis que la coopération communautaire s'approfondit. Les forces armées renforcent leur capacité interne par l'expérience accumulée et les partenaires extérieurs recalibrent leurs relations sur une base plus équilibrée. Dans ce cadre, le pays gagne une marge de manœuvre politique et économique accrue, sans dépendre d'un afflux massif de ressources externes. Le scénario pessimiste, enfin, met en lumière les risques. Une pression transfrontalière accrue, une reconstitution partielle des réseaux armés ou des tensions internes pourraient éroder les acquis. Le récit souligne que ce scénario n'est pas hypothétique par excès de prudence, mais par réalisme stratégique. La victoire de décembre ne supprime ni les contraintes géographiques, ni les fragilités structurelles du pays. Face à ces 3 trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Il ne s'agit pas de prédire laquelle se réalisera, mais d'observer les signaux faibles, continuité du renseignement local,
discipline opérationnelle et maintien de la confiance civile. Ces indicateurs conditionnent l'évolution réelle plus sûrement que des annonces ou des promesses. Dans cette grille, Ibrahim Traoré est moins évalué sur un discours que sur une capacité à maintenir l'alignement entre objectifs, moyens et attentes. Le récit invite ainsi à une posture analytique, suivre les choix, mesurer les écarts et éviter les jugements prématurés. C'est dans cette durée, plus que dans l'événement initial, que se jouera la portée réelle du tournant engagé. Le récit resserre ensuite le regard vers le spectateur, en traduisant les dynamiques décrites en impact plus personnel et différencié. Pour un premier groupe, composé de citoyens directement exposés à l'insécurité, l'effet principal est la réduction de l'incertitude quotidienne. La possibilité de circuler, de travailler et de maintenir des activités élémentaires change la perception du futur immédiat. Ce n'est pas une promesse d'abondance, mais un retour progressif à une normalité minimale. Un second groupe concerne les acteurs économiques locaux et régionaux. Pour eux, le signal envoyé par l'opération est moins émotionnel que pragmatique. La stabilisation relative permet d'envisager des engagements graduels, des projets pilotes et des investissements limités mais concrets. Le récit souligne que cette confiance reste conditionnelle, mais qu'elle n'est plus absente, ce qui constitue déjà une rupture avec la période précédente. Un troisième groupe inclut les observateurs extérieurs, analystes, partenaires et décideurs. Leur lecture évolue d'un récit de dépendance à une logique de capacité conditionnelle. La question n'est plus de savoir si une intervention externe est indispensable, mais dans quelles conditions un soutien peut compléter, plutôt que remplacer, une dynamique interne. Pour le spectateur, ces trois niveaux offrent un cadre de réflexion utile. Une première piste consiste à distinguer les résultats immédiats des transformations structurelles, afin d'éviter les conclusions hâtives. Une seconde invite à observer les choix plutôt que les discours. Où sont investies les ressources, comment sont traitées les communautés locales et quelles priorités sont maintenues dans le temps. Dans cette perspective, l'histoire racontée n'impose pas une adhésion, mais propose une méthode de lecture. Elle suggère que comprendre les transformations complexes passe par l'attention aux signaux modestes mais cohérents, qui relient les décisions stratégiques aux effets vécus. Le récit esquisse ensuite une trajectoire opérationnelle qui permet de comprendre comment les effets observés peuvent être consolidés. Il ne s'agit pas d'un plan abstrait, mais d'une suite d'étapes lisibles, chacune reliée à un acteur et à un critère d'évaluation. La première étape concerne la continuité du renseignement local. Les réseaux communautaires mobilisés pendant l'opération doivent être maintenus et structurés afin d'éviter le retour à une dépendance exclusive aux signaux techniques ou extérieurs. Le succès initial repose précisément sur cette proximité avec le terrain. La deuxième étape touche à l'organisation des forces. La formation des unités locales, déjà engagées, doit se poursuivre de manière ciblée. L'objectif n'est pas l'expansion rapide, mais la stabilisation des compétences acquises, commandement intermédiaire, coordination interarmes et discipline opérationnelle. Les indicateurs ici sont concrets, mesurés par la capacité à reproduire des opérations limitées sans improvisation. Une troisième étape implique les autorités civiles. La sécurisation des zones libérées doit être accompagnée par un retour visible des services essentiels, même sous forme minimale. Cette présence institutionnelle conditionne la confiance durable et empêche que le vide ne soit de nouveau exploité. La quatrième étape concerne la relation extérieure. Le récit souligne que les partenariats ne sont pas exclus, mais redéfinis. Ils deviennent complémentaires, négociés à partir d'une capacité démontrée et non d'une posture de dépendance. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré est présenté comme le garant de la cohérence d'ensemble. Son rôle n'est pas de tout exécuter, mais de maintenir l'alignement entre décisions politiques, priorités militaires et attentes sociales. La réussite de la feuille de route dépend moins d'une annonce spectaculaire que de la répétition disciplinée de ses choix dans le temps. C'est à ce niveau, plus qu'au moment de l'opération, que se joue la durabilité réelle du tournant engagé. Le récit revient alors à un motif déjà aperçu plus tôt, celui de la transformation silencieuse. Les villages repris, les routes rouvertes et les communautés revenues n'ont
ne sont pas présentés comme des symboles héroïques, mais comme des marqueurs concrets d'un changement de posture. Ce rappel crée une boucle émotionnelle. Ce qui semblait abstrait au départ prend une forme humaine et quotidienne. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas mis en avant par des déclarations spectaculaires, mais par la cohérence entre la promesse initiale et les effets observés. Le récit insiste sur cette continuité. Des décisions prises en amont, souvent invisibles, produisent des résultats tangibles lorsque le moment critique arrive. Ce n'est pas l'instant de la victoire qui importe le plus, mais la discipline accumulée avant et maintenue après. Le rappel est clair. Les premiers signes décrits comme mineurs, la formation discrète d'unités locales, l'écoute des communautés, la patience stratégique, trouvent ici leur justification. L'opération de décembre apparaît comme la révélation d'un processus déjà mûr, non comme une improvisation heureuse. La phrase clé qui s'en dégage est simple et sans emphase. La capacité se construit avant d'être montrée. Elle résume l'enseignement émotionnel du récit sans triomphalisme. Ce retour au motif initial referme la boucle narrative et prépare le passage final, où la question n'est plus ce qui s'est passé, mais ce que chacun en fait désormais. Le récit se conclut sans appel spectaculaire, mais par une invitation à élargir le regard. Ce qui s'est produit au Burkina Faso n'est pas présenté comme un modèle clé en main, ni comme une exception héroïque, c'est un signal. Un signal adressé aux sociétés confrontées à des crises similaires, aux décideurs qui évaluent encore leur marge de manœuvre et aux observateurs qui réduisaient ces contextes à des fatalités. À ce stade, Ibrahim Traoré incarne moins une figure individuelle qu'un point de bascule symbolique. Le récit suggère que la question centrale n'est pas de savoir qui dirige, mais comment sont alignées la volonté politique, la stratégie et l'exécution. Cette cohérence, lorsqu'elle existe, modifie les termes du débat et oblige les partenaires extérieurs à reconsidérer leurs cadres habituels. La portée sociale est tout aussi importante. Derrière les cartes et les analyses, il y a des communautés qui recommencent à vivre sans la menace constante. Cette dimension, souvent reléguée au second plan, donne son sens au reste. La question laissée ouverte est simple. Ce signal restera-t-il isolé ou amorcera-t-il une relecture plus large des capacités locales sur le continent ? C'est à partir de cette interrogation, plus que d'une conclusion fermée, que le récit invite à poursuivre la réflexion.